Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Prédiction, présage, annonce, divination, révélation, prophétie. Qu'est-ce donc que cet art surnaturel qui permet de lire dans l'avenir ? Quelle différence entre voyance et prophétie ? Qui sont ces prophètes qui prétendent lire dans l'avenir ? Y a-t-on toujours de tout temps accordé de l'intérêt et peut-on passer à côté ? Cette semaine, on parle de prophéties célèbres, ou moins, mais des prophéties qui ont interpellé et qui interpellent encore. Dorénavant, on le retrouvera tous les jours de 13h30 à 14h30 pour démêler le vrai du faux, pour découvrir peut-être le secret du mystère ou la clé du mystère. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle prophétie ? La prophétie, c'est la voyance à grande échelle. Quand on va consulter un voyant ou une voyante, il y a beaucoup de gens qui le font. On ne va pas se poser la question de savoir si le voyant est vrai, faux, bon, mauvais, mais il y a beaucoup de gens qui consultent des voyants. Qu'est-ce qu'on lui demande ? Que demandent les jeunes femmes ? Est-ce que mon prochain petit ami ressemble à Georges Clooney ? Ou ressemblera à Georges Clooney ? Alors, on demande donc à un voyant des questions qui concernent la vie privée et l'avenir de la vie privée. Eh bien, la prophétie, c'est la même chose, sauf que ça concerne carrément l'histoire, les événements, le pays, les grands hommes. Et la planète. Et la planète. Qui va gagner les prochaines élections ? Eh bien, la réponse relève de la prophétie. Comment sera mon copain ? La réponse relève de la voyance. Très bien. Le but de la prophétie, éviter les catastrophes ? Pour le prophète, certainement oui. Puisque quand le prophète a au fond de sa conscience la connaissance d'un événement, imaginons qu'un prophète ait su qu'il y aurait des attentats contre le World Trade Center. Il est évident que ce prophète aurait cherché à le dire. Aurait-il été écouté ? Aurait-il été cru ? C'est une autre affaire. Mais en tout cas, lui, il aurait parlé. Il y a eu beaucoup de prophètes, justement ? Moins que de voyants. Ouais. Parce qu'évidemment, le métier est plus difficile, si j'ose dire. Mais il y a en tout cas des prophètes célèbres. Et ce sont d'eux que nous allons parler cette semaine. Très bien. Et le plus grand des prophètes, sans doute, si on devait faire un sondage, c'est vrai qu'il y aurait un nom qui sortirait. On va en parler, évidemment, toute l'après-midi jusqu'à 14h30. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Et cet après-midi, avec Yves Lignon, et pour toute la semaine, nous parlons de prophétie. Et c'est vrai que si on devait faire un sondage autour de nous, il y aurait certainement un nom qui sortirait en premier. Yves Lignon, c'était il y a près de 500 ans. Nous sommes en 1535, quelque part dans le sud de la France. Très précisément à Agen. Le sud de la France sur laquelle règne le roi François Ier. Vous savez, François Ier, 1515, Marignan. La Renaissance. Eh bien, c'est peut-être un jour d'été, certainement un jour d'été, puisque d'Agen sort un voyageur. Quelqu'un qui visiblement quitte la ville. Et j'imagine même, connaissant son caractère, qu'il quitte la ville à pied. Donc sans être voyant, sans être prophète, eh ben, je le devine, là, qui prend la route avec son bâton et son sac à dos. C'est un homme qui abandonne une vie. Et il est grand, il est assez costaud. Si on a un gros plan sur lui, un bon travelling, on s'aperçoit que son visage porte les marques d'une forte personnalité. Et en tout cas, cet homme prend la route de Bordeaux. Et qui est-il ? Eh bien, à Agen, où il a séjourné pendant plusieurs années, il était connu sous le nom de Michel de Nostredame. Et bien entendu, ce Michel de Nostredame entreprend un long voyage que nous allons refaire avec lui, mais quand il va revenir à ses sources, près de son lieu de naissance, il aura choisi de transformer son nom, de prendre un pseudonyme et de s'appeler Nostradamus. Et c'est donc bien de l'histoire de Nostradamus et des prophéties de Nostradamus que nous parlons aujourd'hui. Mais qui était-il, ce Michel de Nostredame ? Eh bien, c'était un personnage assez curieux. Il était né en Provence, à Saint-Rémy de Provence. Il avait été initié très jeune à la fois à la médecine et à l'astrologie par ses deux grands-pères. Et puis, il était allé à Montpellier faire des études de médecine. Et puis, il avait fait carrière comme médecin, mais comme médecin spécialisé. Par rapport à notre époque, Nostradamus, il aurait l'image d'un médecin qui n'a pas peur d'utiliser les médecines parallèles. On sait comment ça se passe. Quand on va voir un médecin,
En général, quand on lui dit « Écoutez, docteur, je fréquente aussi un guérisseur », le médecin, aussi sympathique qu'il soit, fait la gueule. Mais il y a d'autres médecins qui, quand un de leurs patients leur dit « je fréquente un guérisseur », il y a d'autres médecins qui disent « vous avez raison, parce que la médecine ne sait pas tout ». Eh bien, Nostradamus aurait plutôt été un médecin de cette seconde catégorie. Et donc, il était spécialisé dans la peste, et il se rendait dans les villes marquées par une victime d'une épidémie de peste, et dans ces villes, il appliquait ses remèdes à lui. Et c'est comme ça qu'il avait eu du succès, qu'il s'était installé à Agen, il voyageait, il était parti de Montpellier à la fin de ses études, et quand on disait la peste est quelque part, à la Grand-Combe ou à Alette-les-Bains, il arrivait, il disait « j'ai des remèdes inhabituels, des remèdes à moi ». Oui. Et donc à Agen, il s'était installé, il avait ouvert un cabinet, dirions-nous. Mais pardon, mais quels étaient justement ces moyens de soigner la peste en l'occurrence ? Si on l'avait su, vous pensez bien qu'on les aurait dupliqués. Ouais. Mais c'était ses secrets. Ouais. C'était des secrets d'apothicaire, peut-être des secrets de médecins, mais en tout cas, il ne les partageait avec personne. Et donc ce sont ces pérégrinations qui l'ont amené à Agen, où là, il avait une forte épidémie de peste. Et donc il a obtenu tellement de succès qu'il s'est installé, qu'il s'est marié et qu'il a eu 2 enfants. Alors vous allez me dire, Emmanuel, mais pourquoi est-ce que ce jour de 1535, il est en train de reprendre la route ? Pour Bordeaux. Eh bien, malheureusement, parce que la médecine emporte la bataille, même la médecine un peu parallèle comme celle de Nostradamus, mais ne gagne pas toujours la guerre. Il y avait eu une nouvelle épidémie de peste et sa femme et ses 2 enfants étaient morts. Lui qui gagnait si souvent, il avait perdu cette fois-là. Il n'avait pas réussi justement à soigner sa famille. Voilà. Et c'est donc peut-être pour ça qu'il a décidé de partir. C'est une fuite en avant, en fait. Oui, peut-être. Enfin, à mon avis, parce que là, vous vous rendez compte, la personnalité de Nostradamus est passionnante. Selon d'autres auteurs, en réalité, il avait aussi des ennuis avec l'Inquisition. Mais ça ne s'exclut pas. Parce que, justement, comme il gardait secret ses médicaments, on pouvait le soupçonner de je ne sais quel commerce diabolique. Et donc, certains ont dit qu'il a fui l'Inquisition. Mais moi, ayant lu tout ce que j'ai lu sur ce qu'était le bonhomme, je le vois plutôt fuir en avant, après ce qui était pour lui à la fois un énorme malheur et une défaite. Et Nostradamus donc part veuf, sans enfant, et il va beaucoup voyager. Il a laissé évidemment des traces de lui, des prédictions. Nostradamus a-t-il annoncé lors d'un voyage la Révolution française ? Ce sera dans un instant sur Sud Radio. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio. Nous sommes en 1543. Le pharmacien, médecin, astrologue et voyageur Nostradamus va au cours d'un voyage laisser un manuscrit troublant, Yves Lignon. Et oui, Emmanuel, 10 années ont passé. Et notre homme a cheminé, et il a toujours cheminé vers le nord, partant d'Agen. Il a traversé Bordeaux, il a traversé Paris, et maintenant, nous le voyons un peu vieilli, arrivé à la porte d'une abbaye. Cette abbaye, c'est l'abbaye d'Orval dans les Ardennes. Et on peut bien se demander qu'est-ce qu'un méridional comme lui, un provençal, est allé faire dans ce pays qui est un peu un pays de forêt et un pays de brume. Mais c'est aussi un pays dans lequel on trouve des moines qui fabriquent une excellente bière. Ah, une excellente bière qui a une particularité ? Oui, elle est très bonne, cette excellente bière. Non, mais surtout, la particularité tient peut-être à Nostradamus, qui par ailleurs était connu pour aimer la bonne chair, et même, mais ça nous en parlerons peut-être plus tôt demain, les jeunes femmes. Ah oui. Mais oui. Bien sûr. Il n'était pas ce n'était pas un anachorète. Donc il arrive dans cette abbaye. Est-ce qu'il a été attiré par la bière ou par autre chose ? Ou par l'édifice ? Toujours est-il que voyageant probablement à pied, il arrive, le bâton, le sac, et il demande à séjourner dans l'abbaye. Vous savez, ça se passe comme dans les films. Mais donc, effectivement, il y a un moine, un portier, il demande, et puis, une fois qu'il est rentré, on lui fait boire la bière. Je le sais parce qu'on me l'a fait boire à moi. Mais la bière des moines, pas celle que les moines commercialisaient déjà à l'époque de Nostradamus. Et pour redevenir sérieux, Nostradamus va séjourner là, longuement,
certainement plus de 6 mois. Qu'est-ce qu'il va y faire ? On ne le sait pas exactement. En principe, quand on vit un moment dans une abbaye, quand on va faire une retraite dans une abbaye, on partage les activités des moines. On se lève tôt pour aller faire la prière, on se couche tard après avoir fait la prière. Bien sûr, et en même temps, on aide aussi. À la fabrication de la bière. En l'occurrence. Et également du fromage de l'abbaye d'Orval, qui est excellent lui aussi, surtout avec la bière. Bon, en tout cas, Nostradamus, pendant ces moments de repos, travaille. Il écrit. Et quand il va repartir, et là il va redescendre progressivement vers le sud, quand il va repartir, il va laisser un manuscrit. Et si ce manuscrit est authentique, eh bien c'est peut-être la première prophétie connue de Nostradamus. Alors qu'est-ce qu'il a écrit ? Eh bien d'abord, que je vous dire que le manuscrit n'a été retrouvé que vers 1810. Ah oui, donc près de 300 ans plus tard. Ça fait pas de retrouver. Il était dans la bibliothèque de l'abbaye. Mais vers 1810, on a retrouvé un texte dans la bibliothèque de l'abbaye d'Orval, et le père abbé de l'époque a dit, ça, mais on l'a depuis toujours, c'est ce qu'a laissé un certain Nostradamus. Et donc, si ce manuscrit est authentique, et il est connu sous le nom de prophétie de l'abbaye d'Orval, c'est historiquement la première prophétie de Nostradamus. Et qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Eh bien, c'est un récit complet et détaillé de la Révolution française, commençant donc le 14 juillet 1789, et s'arrêtant, malheureusement, et c'est peut-être ce qui est un peu suspect, à la date où on le découvre, c'est-à-dire en 1810. Oui. Donc, ce texte raconte 14 juillet, hop, la Bastille. Bien sûr. 10 août 1792, hop, le roi. Septembre 1792, la bataille de Valmy. On fait toute la suite, Robespierre, le Directoire et Napoléon. Et la dernière partie est la plus intéressante, si j'ose dire. Oui. Parce qu'effectivement, elle concerne Napoléon, mais elle est extrêmement détaillée. Alors de deux choses l'une, ou c'est Nostradamus, ou ça n'est pas Nostradamus. Ah, il y a un doute. Il y a un doute, oui. Parce que malheureusement, on fera peut-être un jour une émission sur ce sujet, les services secrets de Napoléon et les services de propagande étaient très modernes. Oui. Ils n'auraient rien à envier à ceux de notre époque. Et donc on a aussi des raisons de penser que ce texte est totalement apocryphe, qu'il a peut-être été écrit en 1809 et qu'il a été déposé là pour qu'on le trouve en 1810 et pour qu'on puisse dire Napoléon est empereur, mais Nostradamus l'avait prédit. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça nous le verrons dans un moment, qu'à la fin de sa vie, Nostradamus est devenu très célèbre et que cette célébrité, bien sûr, n'a jamais cessé. Nous le voyons aujourd'hui. Mais donc, ça permettait de dire, c'était une bonne propagande. Vous voyez, Napoléon est empereur, vous trouvez qu'il sert un peu la vis, mais qu'est-ce que vous discutez ? Nostradamus l'avait prédit. Et donc, cette prophétie n'est peut-être pas authentique. Et même, je fais partie de ceux qui considèrent véritablement que c'est un faux. Mais pour revenir à cette histoire donc de Nostradamus et à cette vie, Nostradamus n'en a pas fini de voyager d'une part et de laisser évidemment des manuscrits visionnaires d'autre part. Alors est-ce qu'il a prophétisé le nom du futur pape ? C'est dans un instant avec Yves Lignon. Nostradamus, passé à la moulinette par Yves Lignon cet après-midi. Nostradamus qui était un grand voyageur pour l'époque. On est en 1550. On a vu qu'il est parti en Belgique et là on le retrouve en Italie. Alors qu'est-ce qu'il est allé faire en Italie d'ailleurs, Yves Lignon ? D'abord, il n'y est pas allé directement. Nous sommes en 1543 et nous avons laissé Nostradamus au moment où il quitte l'abbaye d'Orval, dans les Ardennes, en laissant peut-être derrière lui sa première prophétie. Mais vous avez noté que j'étais un peu sceptique. Et donc là, il redescend. Il redescend vers son pays natal, vers la Provence. Il va traverser Lyon. Et puis il va tourner longtemps en Provence. Et tourner longtemps en revenant, si j'ose dire, à ce qu'était son premier métier, de médecin spécialiste de la peste. C'est ainsi qu'on va le voir soigner la peste à Marseille en 1544, à Aix-en-Provence en 1546, et à Aix-en-Provence, on sera si satisfait de son intervention qu'on lui proposera de rester et de vivre à Aix-en-Provence comme citoyen d'honneur. Mais il refuse. Il refuse parce qu'il veut se marier.
Ah, pour il la a trouvé deuxième une fois. deuxième femme, donc. Avec une jeune veuve, ce qui confirme que c'était un personnage, Nostradamus. Avec une jeune veuve, donc lui, il a quand même, nous sommes à Aix-en-Provence 1546, il a donc 43 ans, elle a au minimum 20 ans de moins que lui. Et il veut se marier avec cette jeune veuve et s'installer dans la maison qu'elle possède. On ne sait pas très loin, c'est toujours en Provence, c'est à Salon de Provence. Et effectivement, il s'installe dans cette maison qui existe toujours, dans laquelle il mourra. Et curieusement, sitôt marié, sitôt installé, une fois, diraient les méchantes langues, qu'il a la femme et qu'il a la maison, il repart. De manière tout à fait inattendue, il repart et pendant 2 ans, il va voyager en Italie. Alors il va parcourir l'Italie pendant 2 ans. Mais là, ce voyage italien de Nostradamus est très bien documenté parce qu'il voyageait en groupe et puis il avait des points de chute, on savait où il allait. Il a fait le tour des médecins italiens, dirait-on, de sa mouvance, qui avaient le même état d'esprit que lui. C'est-à-dire des médecins ouverts. Oui, des médecins ouverts, des médecins pratiquant des médecines douces, si vous voulez, un peu comme de nos jours, un médecin homéopathe ferait le tour de ses confrères homéopathes. Donc on sait où il est allé, dans quelle ville, combien de jours il y restait, qu'est-ce qu'il y a fait. Et c'était vraiment un voyage d'études de médecin. Mais c'est au cours de ce voyage qu'il a fait ce qui est là, certainement, sa première prophétie authentique. Et ça se passait en Toscane. Alors vous imaginez, une route de Toscane, les cyprès, la poussière, et il y a un petit groupe de voyageurs, toujours à pied, qui s'avancent, et Nostradamus est parmi eux. Et en face, à leur rencontre, vient une file de moines. Donc les deux groupes vont se croiser. Oui. Et bien entendu, les voyageurs saluent les moines, et on est à une époque où la religion chrétienne est omniprésente, ça les moines. Et Nostradamus passe comme s'il était indifférent. Et puis le dernier des moines, comme toujours dans les files de moines, c'était le plus petit, le plus sale, le plus crotté, tout ce qu'on voudra. Et arrivé à la hauteur de ce moine, le dernier, bien Nostradamus s'arrête, baise le bas de sa robe. Et sans rien dire à ceux qui voyageaient avec lui, sans rien dire à ses camarades. Qui sont quand même très étonnés. Qui sont très étonnés. Mais mettez-vous à leur place. Non seulement, il commence par faire le mécréant. Il ne salue personne, alors que tout le monde s'est incliné à répétition. Mais ensuite, arrivé au bout, il y en a un dont presque on ne voudrait pas. Oui. Alors, à celui-là, il donne les marques du plus grand respect. Alors, on l'interroge. Et il répond de manière, s'agissant de Nostradamus, c'est le cas de le dire, un peu sibylline. Mais il était normal que je m'incline devant le futur pape. Ah. Bon, imaginez la réaction des hommes. Comment celui-là... tout crotté, qui ne ressemble à rien. Le futur pape, ce Nostradamus est un blagueur. Toujours est-il que celui-là, il est devenu pape en 1585. Combien de temps après ? 20 ans après 30 ans après la mort de Nostradamus. Oui. 30 ans après la mort de Nostradamus, puisque Nostradamus s'est mort en 1556. Il est devenu pape, ça a été le pape Sixte Quint, ça a été un des plus grands papes de la Renaissance, après Philippe II. Et alors ça, là, je ne vais pas faire le sceptique, comme tout à l'heure. Je vous disais, Emmanuel, la prophétie d'Orval, il y a des doutes. Là, il n'y a pas de doute, parce que justement, les autres voyageurs ont été terriblement choqués par le comportement de Nostradamus. C'était totalement inhabituel. Passer indifférent, puis s'arrêter d'un seul coup, que plusieurs de ces voyageurs l'ont raconté dans des lettres à des membres de leur famille, à des parents, en disant si vous saviez ce qui est arrivé aujourd'hui avec ce gars-là, ce Nostradamus qui fait route avec nous, son comportement est incompréhensible. Et donc là, à mon avis, c'est vraiment la première prophétie authentique de Nostradamus. Et lui-même était sans doute très étonné d'ailleurs. Je ne sais pas. Ça, nous en parlerons demain. Qui était Nostradamus ? Comment il s'y prenait pour faire ses prophéties ? Je vous ai dit il y a un moment, quand nous commencions, que c'était une personnalité curieuse. Personnellement, je trouve que Nostradamus est aussi intéressant que les prophéties de Nostradamus. Mais tout ça, c'est pour demain. Très bien. Et puis, en fait, il quitte l'Italie. Il va bien falloir qu'il se pose, qu'il s'installe définitivement quelque part. Il va avoir 46 ans. Il va poser ses valises dans le sud de la France. Et c'est là qu'il va laisser cette trace indélébile, c'est-à-dire son premier livre de prophétie. Exactement. C'est dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, les clés du mystère.
Presque 500 ans nous séparent de lui et on en parle encore. Cet après-midi, avec Yves Lignon, Nostradamus et ses prédictions, avec des livres de prophéties qu'il a laissés, mais des livres que tout le monde ne peut pas lire, Yves Lignon. Oui, parce que paraît-il, il faut les déchiffrer. Mais rassurez-vous, nous allons prendre le temps de rentrer dans les détails. Donc nous reprenons notre histoire. Et maintenant, Nostradamus a largement passé la quarantaine. Il est plus près des 50 que des 40. Les voyages, c'est fini. Il est rentré d'Italie, où il a fait sa première prophétie, nous l'avons vu, et il s'installe vraiment. Il s'installe à Salon de Provence, dans la maison de la jeune veuve qu'il a épousée et qui lui donnera 6 enfants. 3 garçons, 3 filles, mathématiquement. Bon. Et donc là, il faut quand même qu'il fasse vivre tout ça. Et il va se révéler comme un très bon gestionnaire. Parce que, qu'est-ce qu'il fait, Nostradamus? Il est médecin. Mais vous savez que les médecins peuvent publier des livres de médecine. Donc, il publie des livres. Mais le problème de Nostradamus, c'est que les remèdes qu'il utilise sont ses remèdes à lui. Donc, il ne va pas les mettre dans des livres pour que d'autres en profitent. Alors, qu'est-ce qu'il va vendre? Il va vendre des à côté. Il va faire, si j'ose dire, dans la parapharmacie. Puisque le premier livre qu'il publie, c'est un livre sur les confitures et sur le maquillage. Il mélange les deux. Vous savez, on voit bien après tout à la télévision à l'heure actuelle des publicités pour un yaourt où on voit des gens se maquiller avec un yaourt. Mais on peut dire en quelque sorte que Nostradamus l'avait prédit. Puisque nous avons ce livre qui s'appelle Le traité des fardements et des confitures. Ça marche pas mal, dirait-on, en termes d'économie, en termes de business. Ça fait du beurre. Ça fait du beurre. Et alors là, à ce moment-là, Nostradamus se dit que quand même, il lui arrive des choses. Il s'introspecte. Il se souvient de l'histoire du moine. En Italie. Il se dit, ça c'est quand même bizarre. Sur le moment, j'ai réagi comme ça m'est venu. Je me suis senti poussé par une espèce de force. Mais quand même, ça n'arrive pas à tout le monde, ça. De dire que quelqu'un va devenir pape et de sentir au profond de soi que c'est la vérité. Donc, il va se mettre à publier des livres, et dans ce domaine, des livres de prophétie. Dans ce domaine, dans le fond, il a précédé Élisabeth Tessier. Vous voyez, c'était un novateur dans tous les domaines. Et donc, il publie des livres de prophétie, et il appelle cela des centuries. Tout simplement parce que ces prophéties, ce sont des petits poèmes de 4 vers, des quatrains, qui sont rassemblés par paquets de 100. Et donc, il les publie. Ça a de plus en plus de succès. Donc, il faut croire que les gens s'y retrouvent. Il pense vraiment lui-même que ce sont vraiment des prophéties. Nous en discuterons demain. Nous allons demain rentrer dans ces livres qui sont vraiment le monument nostradamique. Et le cœur de Nostradamus. Nous allons prendre certaines prophéties et nous allons les décrypter ensemble. Mais en tout cas, pour le moment, nous notons que les livres ont du succès. Donc sa réputation, il était déjà connu avec son Tour de France, ce médecin qui passe, etc. Maintenant, il publie des livres de prophétie qui se vendent. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle à l'Élysée. Enfin, non pas à l'Élysée. On l'appelle à Blois, où se trouve Catherine de Médicis et les enfants royaux. Oui, parce que la reine de France entend parler de cet homme hors du commun. Elle va donc l'inviter. Donc, dans un instant, c'est la rencontre de Nostradamus et de Catherine de Médicis. Après avoir prophétisé en Italie, en Belgique, en France, Nostradamus répond à l'invitation de la reine de France, Catherine de Médicis, quelque peu intriguée par les pouvoirs de Nostradamus, et donc il traverse la France, Yves Lignon. Il va à Blois. Disons, la reine de Catherine de Médicis est intriguée par sa réputation. Puisqu'encore une fois, sa réputation, maintenant, ce n'est plus celle d'un médecin, c'est celle de quelqu'un qui publie annuellement des textes, des pronostics, et qui a du succès. Et donc, elle lui demande s'il peut prédire l'avenir des enfants royaux. Et Nostradamus accepte, il se déplace jusqu'à Blois. Par la suite, il se plaindra que la reine ait été un peu juste sur les frais de déplacement, je vous assure. Il y a un texte dans lequel il dit quand même elle aurait pu être un peu plus généreuse. Et Catherine de Médicis lui demande quel est l'avenir des enfants royaux et quel va être l'avenir de la dynastie. Alors ça, c'est une situation assez curieuse, parce qu'à l'époque, le roi qui règne, c'est le roi Henri II, le fils de François Ier. Il est en pleine santé, et d'autre part, ses 5 enfants aînés sont des garçons. Donc, il y a de quoi
pour la succession. Donc a priori, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et pourtant, Catherine de Médicis s'inquiète. Je ne sais pas si c'est parapsychologique, je crois que ça tient plutôt à son tempérament. Toujours est-il que Nostradamus commence par lui dire « Écoutez, tous vos enfants, sauf le dernier, régneront ». Ce qui est déjà un peu curieux. Parce que, bon, d'accord, il y a des maladies infantiles, on meurt jeune à cette époque, mais à répétition, qui lui dit un de vos enfants régnera, ou bien un de vos enfants mourra jeune, mais son frère lui succédera et vivra une vie d'adulte normale, c'était plus vraisemblable. Plus vraisemblable s'il avait voulu bluffer. Oui, tout à fait. Or là, il lui dit quelque chose de tous très vos étonnant. enfants régneront. Sauf un. Donc, oui, sauf un. Ce qui implique qu'ils vont donc tous mourir jeunes. Et il y a déjà un côté prescience chez Nostradamus, indiscutable. Pour qu'il dise ça, c'est à la fois de la voyance et de la prophétie. Et la reine lui dit, je veux en savoir plus. Eh bien, Nostradamus lui dit, je vais organiser une cérémonie le soir, vous et moi seuls, et vous saurez à quoi vous en tenir sur l'avenir de vos enfants. Et donc, là aussi, on a des textes précis, parce que de nouveau, c'était Catherine de Médicis, c'était la reine de France, donc il y a des secrétaires, il y a des gens qui prennent note. Elle n'a pas été seule avec Nostradamus. Donc, c'est pas une histoire inventée. Donc, le soir, Nostradamus installe un miroir et dit à la reine, placez-vous devant. Et vous allez voir l'avenir de vos enfants. Et ce que la reine a vu, elle l'a raconté à ses secrétaires. Il y a qu'elle qui a vu quelque chose dans le miroir. Ouais. Les témoins, les valets, n'ont rien vu. Mais la reine a raconté. Elle a vu apparaître son premier fils, qui s'est avancé du fond du miroir, qui a tourné une fois sur lui-même et qui a disparu. Elle a vu apparaître son second fils, qui s'est avancé du fond du miroir, qui a tourné 14 fois sur lui-même et qui a disparu. Elle a vu apparaître son troisième fils, qui a tourné 15 fois sur lui-même et qui a disparu. Et puis plus rien. Oui. Alors, elle Là, a il n'y en a eu que demandé 3. à Nostradamus des explications. Et Nostradamus a dit, c'est simple, le nombre de tours, c'est le nombre d'années de règne. Et donc, votre premier fils, votre aîné, le petit François, qui est né, il avait à l'époque, le futur François II, il avait à l'époque 15 ans, il ne régnera qu'un an. Oui. Il sera mort à 16 ans. Lui succédera son frère, Qui ne Charles, régnera que 14 ans. qui régnera 14 ans. Et alors là, toujours d'après les récits, les notes prises en sténo de l'époque par les secrétaires, la reine dit, mais bon, l'aîné, bien sûr, je sais qu'il est un peu souffreteux, il mourra très jeune, son frère régnera 15 ans, mais quand il est apparu tout à l'heure, il avait le visage terriblement douloureux. Et Nostradamus lui dit oui, parce qu'il mourra dans les douleurs, avec notre langage d'aujourd'hui, psychologiques, Oui. en ayant perdu le sommeil. Or, effectivement, c'est ce qui est arrivé au roi Charles IX, qui a déclenché le massacre de la Saint-Barthélemy et qui en est mort, qui est mort de désespoir. Oui. Et puis après, il y aura le troisième fils. Et après, le fils suivant ne régnera pas. Alors donc, elle a toutes ces apparitions devant ce Voilà. miroir. Voilà, et donc tout est exact, bien sûr. Et tout s'est avéré exact. Tout s'est avéré exact. François II a régné 1 an, Charles IX a régné, je vous le disais, 15 ans et il est mort dans la souffrance psychologique. Henri III a régné 14 ans, il a été assassiné, etc. C'était authentique. Oui. Mais ce qui est authentique, c'est la scène que je viens de vous raconter. La scène du miroir, Catherine de Médicis devant. Catherine de Médicis devant le miroir et surtout avec des témoins, des secrétaires, des valets, à qui la reine dit « Avez-vous vu quelque chose dans le miroir ?» Qui disent tous « Non ». Et elle dit « Moi, j'ai vu mes fils s'avancer et tourner sur eux-mêmes. » C'est parfaitement authentifié. Oui. Alors, vous savez qu'à partir de ça, la réputation de Nostradamus, elle était faite. Évidemment. Il pouvait augmenter le tirage de ses livres. Oui. Là, il n'y avait aucun souci pour lui. Et près de 500 ans plus tard, du coup, on continue à interpréter les quatrains, on continue à s'intéresser donc à Nostradamus, aux prophéties, et on continue à être étonné, évidemment, voire fasciné. On y revient demain, Yves Bien Lignon, sûr. avec une question. Est-ce que tout ce que Nostradamus a annoncé, finalement, s'est révélé exact ?
je vais prophétiser que nous en parlerons demain, puisque demain, nous allons prendre ces fameux livres qui ont déjà eu tant de succès du vivant de Nostradamus, et nous allons les prendre, peut-être pas page après page, mais chapitre après chapitre, pour voir ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on peut en penser. Et plus près de nous même, on parlera de François Mitterrand, je crois. Oui, parce qu'après tout, Nostradamus avait peut-être prédit l'élection de François Mitterrand en mai 1981. Ouais. Nous verrons ce qu'il en est. Tout à fait. Demain, entre 13h30 et 14h. Dans un instant, sur Sud Radio, Victoria Wallner. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.